Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette étape numéro 10. Étape qui va rester dans les annales de ce Giro, ça c'est sûr. Mais alors peut-être qu'il va rester sur les Giro des 4-5 dernières années comme l'étape la plus compliquée qu'on ait eue. Vraiment pour les coureurs, des conditions extrêmement fraîches. On est quand même sur une année assez atypique. Pour tout vous dire, on est au mois de mai, je suis toujours en pull. Il fait même pas 20 degrés dehors. On est sur une année qui est très fraîche, même en France. Je suis dans le centre de la France, je le dis toujours, mais il fait pas extrêmement chaud. C'est assez atypique l'année qu'on vit, je trouve, au niveau température, au niveau climat, parce qu'il fait pas si chaud que ça. Ça ne veut pas dire que le réchauffement climatique n'existe pas, faut pas non plus aller dans les extrêmes, mais cette année, on est sur une année où les conditions climatiques sont assez fraîches. Et encore une fois, là, normalement, quand je vous présente le Giro les années précédentes, je suis en t-shirt. Là, ou en chemise peut-être, mais là, je suis encore en petit pull parce qu'il fait pas très chaud. Pour tout vous dire. Bon, on a eu une belle étape aujourd'hui et on va revenir sur cette étape. On va revenir également sur le danger de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Aujourd'hui, peut-être des peurs sur le futur du Giro. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également, si vous avez les moyens, faire un super thanks si vous voulez soutenir la chaîne. EPS 2.0, ça c'est sur Spotify, Deezer, Google également. Et puis, vous avez aussi TikTok, le débrief rapide de l'étape dans la demi-heure qui suit l'arrivée de cette journée à peu près. On a eu une belle journée de cyclisme très dure qui va avoir des conséquences sur la suite de la course. On a un début de Giro très humide. Ça me rappelle le Tour de France 2014. Ou le Tour de France 2014, je crois qu'à part les 2 premiers jours en Angleterre, il a flotté tous les jours. Mais vraiment, c'était une horreur. On se souvient de la chute de Froome, Contador. Il flottait quasiment tous les jours. C'était extrême. Et est-ce que la course n'avait pas été intéressante? Non. Ça avait été assez rocambolesque. Alors oui, les têtes d'affiche n'étaient plus là pour la plupart, mais on a vu Perrault, on a vu Pinot, et puis on a vu des belles surprises dans le top 10. C'est ce qu'on va voir sur ce Giro. Il va y avoir des surprises parce que on est qu'au bout de 10 jours de course, le peloton est dans un état de fatigue qui est déjà très avancé. On a fait que 10 jours de course. Il reste encore 2 semaines. Et dans les 2 semaines qui restent, il y a 3 étapes. Alors, il y en a une, bon, on sait que le col du Grand Saint Bernard, ça va être compliqué, mais normalement, on a 3 étapes à plus de 5000 mètres de dénivelé positif, ce qui est énorme, ce qu'on n'a pas vu depuis, je dirais, 6-7 ans au moins. Donc, on va enchaîner des jours de course compliqués. Là, à partir de maintenant, ça devient compliqué, le Giro, avec des conditions climatiques qui n'ont pas aidé sur la première semaine, qui était la plus facile. Ça va être dur. La 3e semaine, elle va être sacrément compliquée. Et puis là, en plus, aujourd'hui, c'est un lendemain de journée de repos. Et on voit les coureurs, ils ont fait une journée, mais en enfer. C'était vraiment très compliqué. Et il va y avoir des surprises parce que forcément, quand tu cours dans ces conditions-là climatiques, tu consommes énormément d'énergie, donc tu t'épuises. Donc forcément, ça va avoir des conséquences en 3e semaine parce que tu auras peut-être plus d'énergie. Et puis, forcément, des coureurs qui vont tomber malades. Même pas la Covid, juste attraper froid. Vous savez, les maladies qu'on avait avant 2020, c'était un truc de dingue. Qui vont juste attraper froid parce qu'on est en mai et qu'on est sur un grand tour et que les coureurs, ils n'ont pas un pec de graisse. Donc là, ça va être très compliqué. Et puis forcément, quand tu fais un grand tour, ton organisme se fatigue. Plus tu es fatigué, plus tu es sujet à attraper des maladies également. Donc ça va être... La suite de la course, va falloir... Là, c'est que le début des abandons. Ça va continuer. Et puis en plus, les jours à venir, au niveau conditions climatiques, je peux vous le dire, c'est pas très bon parce que sur l'Italie, sur le nord de l'Italie, il y a des conditions climatiques très mauvaises. Je ne sais pas si certains qui suivent la Formule 1, ce week-end, normalement, il y a le Grand Prix d'Imola qui se déroule. Imola, c'est en Émilie-Romagne. Donc c'est dans la zone de Saint-Marin, pour ceux qui veulent repérer sur une carte. Et
là, il y a des inondations en ce moment. On ne sait même pas si le Grand Prix va avoir lieu, tellement les conditions sont terribles. Il y a même eu demande d'évacuation du circuit, pour tout vous dire. C'est Julien Febvre qui a annoncé ça. On est à peu près dans la même latitude, je dirais, en ce moment sur le Giro. Donc, vraiment, on va avoir des conditions climatiques. On est dans des zones qui ne sont pas extrêmement éloignées. Donc on va avoir encore des jours de pluie, des jours de tempête dans cette deuxième semaine. Et vu que les étapes sont pas faciles dans cette deuxième semaine, ça va vraiment être compliqué. On va parler du danger. Est-ce qu'il fallait faire partir cette étape ? C'est toujours compliqué pour un organisateur. Il y a des questions de sécurité, ça c'est clair et net. Mais en même temps, le cyclisme est un sport d'extérieur. Le cyclisme est un sport qui subit les aléas climatiques. On n'est pas en salle. On ne peut pas courir tous les jours sous 25 degrés, sinon la saison elle durerait 2 mois dans l'année. Et encore même, on ne peut pas être sûr qu'il n'y ait pas de jour de pluie pendant ces 2 mois. La pluie fait partie du métier de cycliste, le froid fait partie du métier de cycliste. Tant que ça ne met pas en extrême danger le corps humain, ce qu'on avait eu avec Bernard Hinault, là on était allé trop loin sur Liège-Bastogne-Liège. Tant qu'on n'est pas dans un énorme danger pour le corps humain, vraiment qui peut avoir des conséquences sur le long terme, je crois que moi, il faut faire partir les courses. Après, moi, ce que j'aurais fait, et là, je pense que c'est une erreur de l'organisation, j'aurais peut-être raccourci l'étape. Tous les coureurs le demandaient un petit peu. Alors, de là à faire 60 km, non. Mais moi, je pense que j'aurais coupé l'étape en 2. Déjà, c'est que j'aurais neutralisé la descente. C'est-à-dire que la descente, on l'aurait fait dans les bus, on l'aurait fait dans les voitures d'équipe ou d'organisation. C'est-à-dire que la descente était vraiment très dangereuse. Là, il y a eu énormément de casses dans la descente. Et en plus, on sait très bien que quand il fait froid, les coureurs n'ont pas de sensation au niveau du bout des doigts. Parce que tu as beau faire ce que tu veux, pour avoir fait un peu de vélo quand il fait froid, le pire, ce sont les mains. La tête, les jambes, mais le pire truc, moi ce que j'avais vraiment souffert, c'était les mains. Et le main, c'est terrible. Alors moi j'avais une technique, c'était une technique excellente quand je faisais un peu de vélo de manière personnelle. Je mettais des gants de chirurgien. Des gants, vous mettez des gants, pas des gants de chirurgien. Vous ne pouvez pas avoir froid dans ces gants-là. Vous transpirez la mort par contre. Et je mettais des gants comme ça et je remettais au-dessus mes gants de vélo. Et moi j'ai toujours des gants, même en été, j'ai toujours des gants pleins parce que j'ai les doigts qui sont très fins. J'ai la peau au niveau des mains qui est très fine, comme Nadal. J'ai réussi à me cramer avec une raquette de badminton au lycée. C'est pour vous dire vraiment de me brûler la main avec une raquette de badminton. Vraiment, j'avais plus de peau de main. Je jouais au badminton avec des gants. Ce qui était assez drôle à voir. Ce qui fait que c'est la seule solution que moi j'avais trouvée pour éviter un petit peu le froid. Et moi je faisais pas des sorties de 6 heures, hein. Je roulais en bas de chez moi un petit peu, je faisais du vélo, voilà, quand j'avais le temps. À l'époque j'étais jeune, j'avais du temps, mais c'est le pire. Et c'est vrai que t'as pas de sensation au niveau des doigts. Et autant sur des freins à patins, ça, tous les coureurs le disent, c'est que les freins à patins, t'as une course. C'est-à-dire tu peux facilement doser ton freinage, autant avec des freins à disque, le mordant du freinage arrive tout de suite, donc c'est très compliqué de doser. Il faut avoir beaucoup de sensibilité au niveau des doigts pour doser. Je pense que l'organisation aurait dû éviter la descente. On aurait pu la neutraliser, c'est-à-dire que les coureurs rentrent dans les bus, puissent se changer, en plus ça aurait pu couper l'étape en 2 et permettre aux coureurs de se réchauffer et faire les 60 derniers kilomètres. Ensuite, à la fin, les coureurs ils voulaient faire que 70 km. Bon, faut quand même pas déconner non plus. Dans la montée, il faisait froid, mais c'était pas non plus c'était des conditions difficiles, certes, mais c'était pas des conditions où il faisait -5 non plus au sommet. Il faut bien l'avoir en tête, même si ce sont des conditions qui sont encore une fois très difficiles, mais encore une fois, le froid fait partie du monde du cyclisme. Quand il s'entraîne des fois au mois de janvier ou au mois de décembre en Belgique, il fait pas non plus 40 degrés en janvier, quoi. Ou soit il y a un gros réchauffement climatique. Donc moi j'aurais vraiment neutralisé cette portion-là d'étape, parce que sur la descente il y a eu des gros crashs et à des moments on était limite au niveau organisation. Je pense que j'aurais neutralisé cette portion-là. Note de l'étape, moi j'ai décidé de mettre 17 sur 20. On a eu du spectacle en début de journée avec une étape qui était très animée pour prendre l'échappée.
Ensuite, ça a été de l'endurance, mais c'est le cyclisme à l'ancienne. C'est le cyclisme, voilà. C'est les images qu'on avait avec les commentaires de Jean-Paul Olivier qui nous parlait de Louison Bobet, quoi. C'est le cyclisme des années 60, 50, 70 même. Des étapes incroyables avec des kilométrages de fou. Et là, on a retrouvé un petit peu ce cyclisme à l'ancienne. Ça a été dur, encore une fois. Il y a eu des chutes, oui. Mais la pluie fait partie de la vie du cycliste. Bon, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Thibaut Pinot. C'est presque une journée bonne pour Thibaut Pinot, vraiment. Physiquement, on le sait, il était malade. Le contre-la-montre n'était pas fantastique. Il était un peu fatigué à l'arrivée du contre-la-montre. Je trouvais qu'il avait les traits creusés. Il a eu une journée de repos. Quand j'ai vu hier, on a appris l'abandon d'Evenepoel, l'abandon de Uran, le cas également du coureur d'Intermarché, de Bistrom, je me suis dit, ça va être pour Pinot, il va l'avoir. Il est malade, il n'est pas bien physiquement, mais il est au départ. Je dis c'est presque bien qu'il soit au départ, sauf qu'à un moment il est lâché. Tu sens qu'il est dans les voitures et qu'il est pas bien physiquement, il a vraiment les traits creusés. Et puis au final, il arrive à finir l'étape dans le premier groupe de favoris. Donc c'est pas si mal que ça au niveau du classement général. Après, je mets plus ou moins pour Thibaut Pinot, tout simplement parce qu'il perd des points au niveau du maillot bleu. Baïs prend maintenant un petit peu d'avance, il y a une cinquantaine de points, je ne sais plus c'est quoi l'écart exact entre les deux. Je vais le réavoir là, voilà. 54 points d'écart, on rappelle qu'un grand sommet c'est 50, alors même s'il va y avoir des points bonus, ça commence à être un petit écart, même si Baïs n'est pas le meilleur grimpeur du monde. Il a un petit pécule d'avance, là maintenant Baïs. Et puis pour le général, par contre pour Thibaut, il est 15e. Il est à 3 minutes, je crois, précisément. Il est 16e à 4,48. Donc encore une fois, on est toujours dans ce souci, c'est qu'il est un peu proche pour partir vraiment dans les échappées. Mais on sait que devant, il y a des mecs qui vont craquer. Dunbar, on ne sait pas ce que ça va donner. Arensman non plus. Kemna, il va avoir maintenant la pression sur les épaules du côté de la Bora. Donc... c'est intéressant de voir ce que ça va donner pour Thibaut Pinot. Et puis il a passé cette étape, c'était pas facile. On sentait que physiquement il était un peu en difficulté, mais il a réussi à passer l'étape, donc vraiment bien pour Thibaut Pinot. Dommage pour Alex Baudin, qui lui n'a pas réussi à prendre l'échappée, le coureur d'H2R Citroën. Il était dans le bon groupe, mais ça roulait tellement fort qu'à un moment il a dû lâcher parce qu'il sentait bien qu'au bout de 10 km de course, il était 10-20 km de course, il était déjà à bloc. Et quand tu es dans une situation comme ça, un lendemain de jour de repos, tu peux exploser complet et finir hors délai. Donc il a bien fait, je pense, Alex Baudin. Il était face à des coureurs qui étaient meilleurs que lui. Mais c'est bien ce que fait quand même Alex Baudin, parce que c'est un premier grand tour pour lui. C'est un coureur qui a encore peu d'expérience en World Tour. C'est sa première année dans le peloton World Tour. Donc c'est important pour Alex de prendre des repères. Il a tenté. Il n'a pas pu prendre l'échappée aujourd'hui, mais il fallait être costaud pour prendre l'échappée. C'était quand même des sacrés guerriers. Ça repassera peut-être en troisième semaine ou peut-être sur une autre course pour Alex Baudin. Et puis je termine en flopounet, en bonnet d'âme, bien entendu, avec Warren Barguil qui est tombé bien amoché. On n'a pas vu la chute. Enfin, moi, j'ai pas vu la chute de Warren Barguil, mais il était quand même sacrément amoché. J'ai des doutes sur sa capacité à repartir. On va voir, mais il avait l'air d'être sacrément amoché au niveau du coude. Donc ça, c'est toujours un petit peu inquiétant au niveau des articulations, parce que c'est des douleurs qui restent. Et si tu peux pas tirer sur ton guidon pour un grimpeur, ça devient très très compliqué. Et puis Arkea, depuis le début de saison, depuis le mois d'avril, là, ils enchaînent un peu les guignes entre les chutes de Boigny, la Covid de Barguil, Vauquelin également qui a été en difficulté sur le Tour de Romandie. Ça fait beaucoup quand même pour une seule équipe qui en plus doit marquer des points régulièrement quand même, parce qu'ils sont à la limite au niveau World Tour. Donc vraiment c'est pas évident pour eux. C'est un début de saison qui est pas facile, vraiment, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Et on espère que ça va aller mieux pour Arkea dans les semaines à venir, que ça ira mieux sur le Tour de France aussi, parce que pour le moment c'est compliqué. Et puis pour Warren, il va falloir faire un check-up ce soir et puis voir ce qu'on fait pour demain. Pour Warren, si on va
Si on abandonne le Giro ou si on continue, ça sera une grande question, je pense, demain pour le coureur breton. On passe tout de suite au coureur au top. Ah, attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Magnus Cort Nielsen. Alors, il a été aidé par ses adversaires, ça c'est clair et net. Il pourra dire merci à Alessandro De Marchi. Mais quel sacré coureur, 105e à faire les 3 victoires sur les 3 grands tours. Le Giro était la dernière course et l'année dernière déjà ça avait été compliqué sur le Giro. On avait l'impression que c'était une course vraiment qui lui résistait l'année dernière quand il est dans l'échappée où il se fait 3 sur 4. Enfin, tu te dis, bon, voilà, il s'est planté complètement. Il avait été assez discret depuis le début de ce Giro, parce que sur les sprints, on ne l'avait pas vu, parce qu'on s'était dit, ah, Cort Nielsen, il peut peut-être quand même tenter le maillot cyclamen, vu les formats d'étape qu'on va avoir. Bon, il a décidé plutôt de se concentrer sur la victoire d'étape. C'est une belle victoire d'étape pour lui. Et puis, bon, bah, il a fait preuve de grande maîtrise, d'une grande intelligence tactique. Il a dit, hein, il n'avait pas d'oreillette pendant l'étape. Ce qui est vraiment pas facile parce que ça veut dire que tu as peu d'informations. Il faut recourir à l'ancienne. Et lui, il a su courir à l'ancienne et puis s'imposer sur une étape comme ça. Bah, c'est un beau vainqueur parce qu'on connaît ses qualités de guerrier à Cort Nielsen. C'est vraiment un super coureur. Donc, non, je suis très content pour lui parce que c'est vraiment un super coureur. Vraiment, c'est un coureur qui est très polyvalent. Il n'a pas tant de résultats que ça. Je pense que pour moi, c'est un coureur qui devrait être meilleur que ça sur certaines classiques flandriennes notamment, parce qu'il a totalement le profil pour être performant sur ce type de course. Et sur les grands tours, c'est un coureur qui a maintenant quand même des 9 victoires d'étape sur les grands tours, donc c'est quand même pas mal. Et puis pour EF, deuxième victoire d'EF d'étape, plus ils ont toujours Hugh Carty qui est quand même placé au général. Donc c'est vraiment un début de course intéressant que propose EF. C'est bien mieux que ce qu'ils faisaient les années précédentes. Et puis ça va remobiliser l'équipe parce que c'est vrai que Uran a abandonné. Forcément, tu es toujours un peu triste dans ce genre de cas. C'est toujours un peu compliqué. Surtout qu'Uran, c'est quand même l'un des tauliers de l'équipe depuis des années. Il fait partie des murs chez EF. Et voilà, réussir à repartir avec une victoire après une mauvaise nouvelle, c'est toujours bien. Et puis je pense qu'on va les retrouver encore dans de nombreuses échappées dans les jours à venir. Ça m'étonnerait que Bettiol il essaye pas un truc à un moment, même s'il s'est énervé. Là on l'a vu, Bettiol aujourd'hui, mais il avait bien raison de s'énerver parce que c'était une grosse erreur. Ce qu'a fait le mec, voilà, d'ouvrir la porte sans regarder derrière lui, c'est un truc à ne absolument pas faire, surtout quand tu ouvres cette porte de ce côté-là. Toujours faire attention aux coureurs, parce que les coureurs, eux, ils peuvent pas savoir que tu ouvres une porte. Donc voilà, c'est bien ce qu'a fait Cort Nielsen aujourd'hui, et puis bien aidé par ses adversaires, mais il fallait pas se planter non plus. Et il s'est pas planté non plus aujourd'hui, Cort Nielsen, donc belle victoire. Je continue avec Derek Guy. 2 fois deuxième pour un premier grand tour à 25 ans. Je trouve ça intéressant. Là, il a tenté le coup. Pas de chance pour lui, c'est De Marchi qui revient sur lui. Et De Marchi n'aurait absolument pas dû rouler. Mais il a tenté. Il fallait anticiper aujourd'hui. Face à Cort Nielsen, tu n'avais aucune chance au sprint. Ou fallait que Cort Nielsen se rate. Donc il fallait anticiper. Moi je comprends pas que De Marchi n'ait pas tenté d'anticiper, genre à 4 bornes, 5 bornes de l'arrivée, tenter de faire le coup du kilomètre. Peut-être que derrière ça se serait regardé. Peut-être que après Cort Nielsen aurait un peu craqué. Guy l'a tenté. Après ça n'a pas marché pour Derek. Mais c'est intéressant pour ce coureur parce que premier grand tour, quand tu fais un premier grand tour aussi tardivement, parfois c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on dit toujours, mais un coureur cycliste qui n'a pas fait de grand tour, c'est pas vraiment un coureur cycliste professionnel. Donc quand tu arrives à 24-25 ans, on doit te poser souvent la question, quand est-ce que tu vas faire le tour? Quand est-ce que tu vas faire le Tour d'Italie, le Tour de France, la Vuelta? Et déjà il peut dire maintenant qu'il en a fait une. Et puis je pense qu'il a bien montré le maillot. Et pour Israël, c'est intéressant aussi de marquer des points au niveau UCI pour revenir en World Tour. Et je trouve qu'il devrait se servir de ces coureurs-là, de Riccitello également, de ces coureurs-là plus jeunes dans leur effectif, pour tenter de construire sur l'avenir. Tu ne construis pas sur l'avenir avec Fuglsang ou avec Froome ou avec Pozzovivo, tu construis par contre sur l'avenir
avec des mecs comme Derek Guy. Et je pense que si tu veux maintenir une équipe au top, bah faut plutôt aller vers ces coureurs-là. Et puis je termine avec Pedersen. Bon résultat aujourd'hui pour Pedersen. Il pourra dire merci encore une fois à Gebre Selassie qui a fait encore une super étape à l'avant. Il est tombé, il revient, il roule, il fait le job. Bon, ils n'ont pas gagné, mais il reprend des points au niveau du maillot cyclamen par rapport à Milan qui a fait un sprint beaucoup trop tôt. Hein. Il a lancé trop tôt son sprint, mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. Hein. Milan, il l'avait déjà fait, je crois, sur le Tour d'Arabie Saoudite, de lancer un sprint comme ça aux 350 mètres et d'exploser. Enfin, il explose pas complètement, mais c'est beaucoup trop long pour lui. Et là, donc, il finit 4e, Pedersen, Milan finissant 7e. C'est plutôt un bon résultat, en sachant qu'en plus Caden Groves n'a pas marqué de points. Donc, il passe 2e au classement du maillot cyclamen avec 109 points, en sachant que Jonathan Milan en a 27, c'est-à-dire qu'il y a 18 points de retard pour Mats Pedersen. Commence à devenir intéressant parce que je rappelle que c'est l'objectif du coureur danois d'aller chercher un maillot cyclamen, donc belle perf. Et puis intéressant aussi de voir Cavendish réussir à être dans le groupe des favoris. Parce qu'on ne l'avait pas vu depuis quelques temps quand même, Cavendish. Donc c'est aussi un résultat satisfaisant pour l'anglais, même si il n'y a pas la victoire à l'arrivée. Mais au moins il a fait un sprint massif dans cette course. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec De Marquis. On avait déjà parlé de Simon Clark. Mais là, tu pouvais pas. Tu peux pas courir de cette manière-là, quoi. Il y a un moment, enfin, c'est pas à toi de rouler derrière Guy. Voilà. Il voulait tellement pas perdre qu'il a quand même perdu. Je sais pas pourquoi il a couru derrière Kurt Nielsen. C'est une énorme erreur tactique. Et puis ensuite, il lance le sprint en premier, sauf qu'il lance un sprint minable en fait. Parce que son sprint, il est juste ridicule. Il est pas bon dans le sprint. Et moi, je pense qu'il aurait dû tenter de s'isoler, mais à 3 bornes, à 4 bornes, c'est pas Guy qui doit faire la première attaque pour moi, hein, c'est De Marquis. Quand tu sais ses qualités de sprinter, De Marquis, c'était à lui de faire la première attaque. Mais il a très mal couru dans le final et c'est pas la première fois qu'au niveau tactique, quand même, De Marquis, c'est pas top. C'est pas le. Encore une fois, De Marquis, il était très bon chez Liquigas Gaz, au début chez BMC. Et puis c'est vrai qu'après, chez BMC, il s'est contenté d'un rôle d'équipier pendant quelques temps. Bon, ensuite, il a quitté BMC et il a retrouvé un rôle de baroudeur. Mais il avait plus la réussite qu'il a eue dans ces grandes années où, encore une fois, c'était un peu comme Thomas Voeckler. Tu savais, quand il y avait 2 marqués dans une échappée, elle allait au bout. Et que des marqués, il avait quand même de grandes chances d'aller chercher la gagne. Ça fait depuis. Mais à l'époque, il était aussi plus fort. C'est vrai qu'il avait des qualités de puncher. Je pense qu'il a perdu. C'est vrai que maintenant, quand tu le vois dans un petit groupe, tu sais que ça roule toujours. Bon, déjà, ça donne confiance aux adversaires qui savent qu'ils peuvent sauter un relais, 2 relais, ils vont pas se mettre à dos de Marquis. Et puis, c'est un peu comme Nils Politt aussi. Hein. C'est des mecs qui, au niveau sens tactique, sont pas les meilleurs. Et ça se sait au bout d'un moment. Et donc, je pense que Kurt Nielsen, il en a bien profité aujourd'hui. Mais c'était vraiment pas à lui de bosser derrière l'attaque de Derek Guy. Quitte à laisser partir Derek Guy, j'aurais presque préféré pour De Marquis. Mais vraiment, c'était pas à lui de faire ce job-là. Et c'est dommage parce que il finit quand même 3e. Il s'est bien ridiculisé. Et ça a montré dans les écoles de cyclisme ce qu'a fait De Marquis. Parce que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en fait dans une arrivée. Vous faites ce qu'a fait De Marquis, vous êtes sûr de ne pas gagner. Vous faites tout le contraire de Marquis, vous avez de grandes chances de gagner par contre. Autre bonnet d'âne aujourd'hui, c'est Vlasov. Alors oui, ils ont encore Kemna chez Bora, mais Vlasov, c'est quand même un début de saison qui est très très compliqué, je trouve. Bon, ce début de Giro, il n'a pas été dingue, hein. Il a été à plusieurs reprises en difficulté, alors peut-être parce qu'il était déjà malade. Puis là aujourd'hui, il fait pas illusion en 10 secondes, quoi, hein. Il est lâché très vite. Et puis bon, une fois que tu es lâché, tu te retrouves à 5, 6, 7 minutes, que tu es un peu dans la pampa, que tu es un peu seul. Bon, mentalement après c'est difficile. C'est dommage pour Vlasov. Mais le début de saison est vraiment en retrait par rapport à l'année dernière. On n'a pas le Vlasov de l'année dernière. L'année dernière, Vlasov, moi j'avais dit, avant sa chute sur le Tour de France, je le voyais vraiment être sur le podium du Tour.
derrière Vingegaard. Et pour moi, c'était vraiment le coureur qui pouvait être sur le podium du Tour. Et puis sur le Tour, voilà, la chute lui coûte beaucoup, je pense. Et puis après, bon, il y a un peu de fatigue accumulée aussi par ces gros résultats. Là, je me disais, bon, ils ont décalé le pic de forme, il va aller sur le Tour de France. Bon, déjà, il va pas sur le Tour de France, il va sur le Giro, ce qui, moi, me semble surprenant parce qu'encore une fois, pour moi, ils avaient décalé le pic de forme pour qu'il soit plus performant sur le Tour de France. Et ensuite, bon, on l'a très peu vu sur cette première semaine, et quand on l'a vu, c'était plutôt pas dans les premiers portions du classement, parce qu'il perd quand même quasiment une minute sur le premier chrono, il perd 30 secondes également sur l'étape du Cappuccini. Et là, en plus, abandon, c'est dur. Et pour Bora, c'est quand même une équipe qui est en retrait cette année, hein, seulement 13e du classement UCI. Bon, maintenant, il va falloir voir avec Kemna. Ça va pas être facile pour Kemna parce qu'il se retrouve leader. Bon, il l'avait dit assez souvent que ce rôle de leader n'était pas forcément fait pour lui parce que mentalement, c'est beaucoup de pression et qu'il a du mal à supporter cette pression sur les épaules. On va voir maintenant ce que ça va donner pour Kemna, mais ça va être vraiment un vrai test pour lui sur la suite de ce Giro. Et sinon, pour Bora, ça aura été un mauvais Tour d'Italie. On poursuit avec également Matthews. Moi, je m'attendais à ce que Matthews soit dans le sprint. Alors, est-ce qu'il a chuté et je ne l'ai pas vu? Ça peut être une raison. Mais le voir arriver sans... Il arrive 142e dans le groupe Warren Barguil à 23 minutes sur une étape comme ça. Normalement, voilà, hein, Coco, il doit être devant. Mais chez Jaiko Alula, on a une journée compliquée parce que Campbell et Byrne sont les deux derniers à être arrivés à 26 minutes 55. Ils sont arrivés moins de 3 minutes avant la fin des délais. Le délai aujourd'hui était de 29 minutes. Et ça a été une journée très compliquée pour même moins de 29 minutes. Ouais, ils doivent être limite dans les délais. Parce que moi j'avais des délais. Si l'étape se courait en 5h20 minutes, les délais étaient de 29,08. Sauf qu'on a couru en 4h50. Donc on doit retirer au moins une bonne minute 30 sur les délais. Donc ouais, ils sont vraiment arrivés limite au niveau des délais. Les deux Australiens, ça a été l'Australien et le Néo-Zélandais, pardon, parce que comme Baltibort, il n'est pas australien. Ça a été une journée compliquée pour Matthews, alors que je m'attendais à ce qu'il marque des points aujourd'hui, qu'il rattrape son retard, vu la difficulté de l'étape. Avec la pluie, je me suis dit, ça va être bien pour Matthews. Ça va être bien parce que l'étape va être plus compliquée. Il y a 3000 mètres de dénivelé, il y a un petit 3000 mètres de dénivelé positif. Voilà, ça va être vraiment intéressant pour lui. Et puis, non, il est lâché tôt. Il finit dans les derniers aujourd'hui. Il a subi donc une journée galère. Journée où ses équipiers ne se sont pas reposés non plus. Donc ça a été très compliqué pour Michael Matthews. Et puis le maillot cyclamen, c'est fini pour Matthews. Il a seulement 60 points. C'est-à-dire qu'il a 2 fois moins de points que Milan. Donc là, il a trop de retard désormais. Surtout que je rappelle qu'au niveau du maillot cyclamen, c'est 50 points une arrivée. Donc c'est pas énorme en termes de points. C'est même pas si c'est 50 ou 30. Tant que je retrouve avec notre ami Kurt Nielsen. Il est où Magnus j'ai peut-être dit une bêtise en plus. Non, c'est bien 50, une victoire, puisqu'il a 56. Mais voilà, ça a vraiment un énorme écart maintenant, et je pense que c'est fini pour Matthews. Maintenant, il va falloir réussir à se remobiliser, mais c'est décevant. C'est décevant parce qu'on le voyait plutôt performant depuis quelques temps, Matthews. Il avait bien fini l'année 2022. Il était reparti sur des bonnes bases en 2023. Ça avait bien démarré en plus sur ce Giro, l'étape 3. Et puis là, compliqué, voilà. Une journée sans pour Matthews. Et puis je termine avec Jevine. 11 minutes de perdu. Hein. Le général, c'est fini pour Jevine. Alors, il a été bien entouré par son équipe, mais... ça n'a pas suffi, comme Mollema, s'il y avait encore une chance qu'il joue le général, mais c'est dommage pour l'Australien. Mais encore une fois, Jevine qui est tombé dans la descente. La descente était très dangereuse, c'est pas le plus habile sur un vélo. C'est un coureur qui a peu d'expérience sur la route. Ça reste un peu un petit souci, on va dire, dans ce genre de cas. Et je pense que sur les étapes comme ça à l'ancienne, c'est compliqué parce que là, il faut savoir faire de l'improvisation. C'est pas sa spécialité parce qu'il a peu d'expérience, encore une fois, dans le cyclisme traditionnel, Jevine. Donc voilà, il a souffert aujourd'hui, on espère que ça ira mieux.
Puis donc maintenant, chez UAE, on a un leader, c'est Almeida. Ça va peut-être être plus facile à gérer aussi au niveau de cette formation. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Demain, 7h, présentation de l'étape numéro 11. Il y a peut-être des sondages qui traînent dans le coin où vous pouvez voter pour eux. J'ai oublié de vous parler des sondages. Tiens, voilà. Parce qu'hier je vous avais mis 2 sondages, alors je ne vais pas les afficher à l'écran parce que là j'aurais pas le temps de le faire, mais du côté de mes 2 sondages, le premier c'était qui va gagner l'étape 10. Je vous avais mis Pedersen 40%, Mina 9%, Grove 26%, Consoni 6%, un autre coureur 20%, et l'autre question c'était l'abandon de Remco Evenepoel relance-t-il l'intérêt pour le classement général. 176 votes, 70% oui, 30% non. Puis vous avez posé une question également sur la performance de Remco Evenepoel sur l'étape 9. Est-ce que vous aviez trouvé que cette performance était excellente? 17%, correcte sans plus, 59%, pas bonne, 24%. Voilà sur les sondages. Donc nous, on se retrouve demain 7h. Il y a des petits sondages qui traînent. Demain, j'essaierai de pas oublier les sondages pour les afficher à l'écran. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!